On a voulu faire une petite conférence sur l'agriculture parce que il y avait ce sujet de la crise agricole avec les agriculteurs qui n'étaient pas contents, qui mettaient du fumier devant les préfectures et tout ça, donc c'était un petit sujet d'actualité. Il y a eu aussi à la même période, donc au début de l'année, là, en janvier-février, des vidéos de l'Argumentarium qui essayaient de faire une synthèse des polémiques sur le glyphosate. C'était aussi un sujet qui faisait beaucoup parler, ça pourrait être intéressant d'essayer d'y voir un peu plus clair. Et puis donc cette année, il y a aussi le Schist Project qui va retravailler son rapport sur les enjeux agricoles. Donc il va mettre à jour le PTEF, donc le plan de transformation de l'économie française, le volet agriculture. Il va être retravaillé cette année. On ne va pas trop en parler de ce qu'ils ont prévu parce qu'on ne sait pas encore, c'est pas encore publié. Mais donc en tout cas l'agriculture cette année c'est un sujet d'actualité. Et donc on s'est dit, bah voilà, montons une équipe, réfléchissons à ce dont on veut parler et puis parlons-en et essayons d'apporter des informations intéressantes au débat. Et donc voilà, Estelle, Léo et Luc ont bien travaillé et vont pouvoir vous parler de tout ça. Et moi, je n'ai fait qu'animer leurs échanges et je leur laisse Eh ben, merci à toi Nicolas pour ton soutien et pour ton aide précieuse. Merci à vous tous d'être présents déjà, ça fait super plaisir. Déjà l'agriculture c'est un beau sujet. Alors moi je vais revenir sur le mouvement social qui a donc depuis 3 mois en France. Alors dans nos vies urbains on les voit pas trop les agriculteurs, donc je pense que donc c'est important de revenir là-dessus. Donc ce mouvement il a commencé fin janvier donc à peu près. Donc il a été lancé donc par la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la confédération paysanne. Leurs revendications principales c'était vraiment les coûts de production et la concurrence déloyale donc suite au traité donc du Mercosur. Alors le mouvement, je vous laisse donc un peu admirer les cartes et tout, donc il y a beaucoup de pays aussi dans l'Est, avec la Pologne par exemple. Donc le mouvement donc, il est aussi plus vaste, comme vous pouvez le voir, donc il est aussi en Allemagne, en Pologne et tout. Alors l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et tout le reste, c'est plus des changements, le changement climatique qui les a fait descendre dans la rue. Donc à cause des inondations, de la sécheresse et du gel tardif. Alors donc les points de tension inhérents donc, au Mercosur, donc le Mercosur c'est une agence de libre-échange qui a été conclue avec l'Union Européenne. Donc c'est pour exonérer les droits de douane à plus de 99% donc pour le Canada et à plus de 90% donc pour le Brésil. Alors on va dire que pour nous les agriculteurs en fait ils ont vraiment donc, un problème avec ça parce qu'en fait sur les produits similaires c'est vraiment de la concurrence déloyale parce que le reste du monde n'a pas vraiment les mêmes standards et normes donc c'est un peu compliqué. Donc ce qui fait qu'ils sont vraiment un gros rejet du Mercosur. Les livres-échanges, c'est assez simple, c'est pour que les consommateurs puissent avoir des produits plus bas et moins chers et tout. Donc les premiers délaissés, donc c'est les agriculteurs, donc comme je l'ai dit à l'instant. Les agriculteurs, donc ça fait naître chez eux une volonté un peu plus protectionniste. Donc voilà une volonté de Frexit. Donc les volontés protectionnistes, donc le Frexit, c'était pour mieux avoir un contrôle sur les frontières, pouvoir mettre soi-même donc ces lois en fait entre guillemets donc hors AOP, AOC et donc qui sont déjà présentes sur notre territoire. Donc comme vous pouvez le voir, donc, on a la PAC, la subvention par hectare, donc selon les différentes productions. Donc voilà, vous pouvez admirer. Alors la PAC, c'est une subvention proportionnelle au nombre d'hectares. Donc plus on a de nombre d'hectares, donc si feu la reine d'Angleterre qui est juste derrière moi, elle pouvait parler, elle nous dirait que plus l'exploitation est grande, plus le chèque est gros. Alors pourquoi je mis la reine d'Angleterre? C'est parce que les Anglais, en fait, la famille royale anglaise a le plus grand nombre de territoires en fait sur des nombres d'hectares en Angleterre. Et donc pendant un certain temps, ils ont touché donc une grosse subvention de la PAC. Bon, vous inquiétez pas, ça a été réglé au bout de 2 mois. Hein. Ça n'a pas non plus duré très longtemps. Alors, nous, ce qui revient vraiment en France, excuse-moi, c'est que la balance commerciale est déficitaire. En fait, on donnerait plus d'impôts qu'on en recevrait. Donc, on ne sait pas vraiment combien il y a d'argent qui s'est vraiment réinjecté dans la PAC en imposition. Mais on sait un seul truc, c'est que en fait, la France est la première en fait, sur les aides. Donc, on touche 29,29 milliards d'euros. Donc on est l'économie qui les touche en fait le plus donc, de subventions agricoles. Voilà. Donc sur les 53,7 milliards donc, de la PAC, c'est le plus premier budget de l'Union européenne.
Et pour en fait rectifier tout ça, la PAC elle a beaucoup évolué parce qu'à la base elle était avec des prix planchers. Donc on a remarqué une surproduction en fait dans les années 60 et donc elle s'est mis en fait au nombre d'hectares. Plus tu touches ouais, je pense que là il y a eu beaucoup d'adaptations et je pense que Nicolas, donc notre intervenant, pourra vous en parler un peu plus dans les détails. Depuis 2023, on a la mise en place des éco-régimes selon en fait plusieurs critères. Voilà. Alors, je vais revenir, donc là on a parlé un peu des subventions des agriculteurs, mais j'aimerais revenir sur quelques chiffres. Donc 15,6% d'entre eux ne se dégagent pas de revenus, 50% des exploitants ont moins de 1460 euros, donc c'est pour 55 heures de travail à peu près. Pour les agriculteurs laitiers, donc AOP c'est 0,42 centimes pour 1 litre. Donc comme vous le voyez, les éleveurs laitiers sont juste ici. Donc vous voyez, il y a une grande disparité dans toute l'agriculture française. Donc ça c'est une photo prise en 2022, donc d'après les rapports d'Agres. Donc c'est pas non plus les mieux lotis. Pour un tiers d'entre eux, ils ont une double activité. Donc c'est assez... comment dire, moi dans ma région par exemple, ma région natale, les agriculteurs sont aussi moniteurs de ski. Voilà, une partie du tour. Donc le matin ils vont traire les vaches et l'après-midi ils donnent des cours de ski et ils deviennent des allumettes. Quelques images. Donc la première image, c'est donc à la frontière ukrainienne, il y a une manifestation d'agriculteurs qui ont donc décidé de renverser le blé ukrainien arrivant pour l'Allemagne, donc sur les voies de chemin de fer pour protester leur mécontentement. Vous en doutez, dans le contexte actuel, ça n'a pas très bien passé niveau côté ukrainien, donc c'est un peu compliqué. On a eu un peu cette convergence des luttes, on va dire en France, avec le débâchage de camions ou le renversage de camions, ça dépend. Voilà, pour débusquer en fait les produits non français. Donc des produits en fait, on va dire qu'ils ont été transformés dans l'Union européenne et donc ils sont passés en fait par la Chine, par exemple du miel. Voilà, ça c'est souvent. Et la dernière image, c'est assez simple, c'est donc nos amis grenoblois sur la rocade, donc, qui étaient fermés donc, suite aux mobilisations agricoles qui ont bloqué les voies de communication. Et donc on peut voir donc, du parapente et du vélo. Et en parlant de... Donc il y a l'atelier paysan qui est à côté de Grenoble, si vous voulez regarder, c'est très sympathique. Donc ils font de l'éco... ils font des low-tech dans l'agriculture, donc il faut le moyen de produire en fait. Voilà, ils remplacent des tracteurs par des vélos par exemple. C'est assez fou. Voilà. Et donc pour vous résumer ces 3 mois et donc faire un petit bilan de cette mobilisation, donc on a tout d'abord la Confédération paysanne donc, qui voudrait des prix planchers. Donc cette mesure a été reprise par notre cher président. Donc pour l'instant c'est en navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ce qui se passe c'est qu'on attendra donc les résultats et comment elle va être appliquée, si c'est vraiment ce que la Confédération paysanne voulait à la base. Et de notre côté on a donc la FNSEA qui est plus sur une optique, donc pas de meilleure rémunération pour les agriculteurs mais plus pour baisser les coûts de production. Donc c'est dans l'idée donc, de faire sauter les verrous écologiques. Donc qui soient anciens et nouveaux, comme par exemple l'éco-phyto qui a été inauguré 1 mois avant la mobilisation des agriculteurs. Donc notre Premier ministre a décidé donc, de les écouter, assis sur sa petite botte de foin. C'était une image très sympathique. Et je vais laisser donc la parole à mon collègue. Alors tu viens de parler des normes, tu en as parlé plusieurs fois. Les normes en général ont occupé une place centrale dans la crise agricole qu'on vient de vivre. Et c'est un sujet qui est intéressant aussi pour décrire le paysage politique chez les agriculteurs. À droite, là, sur la figure, et puis aussi sur le plan des idées, on a la coordination rurale, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont plutôt en faveur d'un allègement des normes, une réduction des normes. En gros, on laisse les agriculteurs tranquilles, et puis ils se débrouillent avec le marché. En parallèle de ça, ils sont plutôt favorables à une dérégulation des marchés, une libéralisation des marchés agricoles. De l'autre côté de l'échiquier politique, avec le MODEF et la Confédération paysanne, on est plutôt sur une ambiance altermondialiste. En gros, on est pour protéger les agriculteurs contre ce qu'ils considèrent être la jungle des marchés agricoles. Donc plutôt pour les normes, et en particulier pour la Confédération paysanne qui a une forte composante écologiste dans ses idées. Comme on voit sur la figure ici, ce qu'on voit sur la figure ici, c'est les pourcentages de vote des agriculteurs à chaque syndicat historiquement. Alors ça remonte même à juste après la guerre. Et on a une majorité écrasante de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sur les autres syndicats. Pourquoi, je vous ai parlé d'un vote, d'une majorité, pourquoi ils votent, ces agriculteurs? C'est pour élire leurs représentants devant les ministères de l'agriculture. Comment ça fonctionne l'agriculture en France? On a la Chambre d'agriculture France,
qui a des représentants élus au niveau national. Élus par qui? Élus par les représentants à l'échelon géographique inférieur, donc régional, qui eux-mêmes sont élus par les représentants à l'échelon départemental, qui eux-mêmes sont élus, cette fois, par vraiment les agriculteurs qui disent ce qu'ils veulent à ce moment-là. On a donc une élection très indirecte des représentants au niveau de la Chambre d'agriculture nationale, qui va donc avoir pour rôle de discuter avec le ministère de l'Agriculture, mais aussi de coordonner, de diriger le monde agricole suite à ces discussions. Donc un rôle très important pour la Chambre d'agriculture, avec une représentation indirecte. Et ce que j'avais envie de dire en plus, c'est quand on regarde le président de la Chambre d'agriculture au niveau national, c'est Sébastien Windsor. On n'entend pas trop ce nom, on entend plutôt parler de Arnaud Rousseau. Sébastien Windsor, en fait, il est vice-président du groupe Avril, le même groupe dont Arnaud Rousseau est en fait président. Il est vice-président du groupe Avril, c'est un grand groupe de l'agro-industrie français. Et il est aussi pas vice-président du groupe Avril, il est dans le conseil d'administration du groupe Avril, et vice-président de la FOP, qui est un lobby agro-industriel associé à la FNSEA. On a donc un monsieur qui est un agriculteur en col blanc, on pourrait dire, qui est censé représenter tous les agriculteurs par voie très indirecte. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut se poser la question en voyant ce type de profil de la représentation réelle des agriculteurs par la Chambre d'agriculture. Voilà, c'était un petit paysage, petit tour d'horizon politique de l'agriculture. Je laisse la parole à Estelle. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer plutôt à la présentation de ce qu'est réellement l'agriculture en France et on va voir le panorama de cette agriculture. Hop, ici. Je vais prendre avec moi. Voilà. Alors pour commencer, s'il y a bien quelque chose sur laquelle on ne peut pas faire d'agriculture, c'est le sol. Et on a 4 grands types principaux de sols en France qui sont propices à l'agriculture. Donc on compte les sols argileux, les sols sableux, les sols limoneux et les sols humifères. Chacun a des avantages et des inconvénients. Et ce qui est intéressant de mettre en lumière, c'est qu'en fonction de la typologie de sol, on va proposer des amendements différents. Donc on ne pourra pas proposer forcément un seul et même cahier des charges à tous les agriculteurs en fonction du type de sol sur lequel ils exercent. Donc pour les sols argileux et les sols limoneux, ils ont l'avantage d'être très riches en nutriments, donc en sels minéraux, et ça va être très avantageux pour la pousse des plantes. Ils vont très bien retenir l'eau. Par contre, ils auront comme des avantages d'être difficiles à travailler dès lors qu'il y a un assèchement du sol. L'argile, quant à elle, elle a aussi le désavantage, dès qu'elle est remplie d'eau, de coller énormément, donc elle est aussi très difficile à travailler. De manière assez opposée, le sol sableux, lui, il est plutôt friable, il a peu d'éléments nutritifs, il a un pH plutôt acide. Par contre, il va se réchauffer rapidement au printemps et ça va permettre la plantation de plantes précoces, donc plutôt les plantes de printemps. Et enfin, donc, on a le sol humifère. Le sol humifère, c'est la couche superficielle du sol. C'est ce qu'on appelle communément le terreau. Hein. C'est vraiment propice donc, à la pousse des jeunes plantes. C'est très peu vecteur d'agents pathogènes et ça contient beaucoup d'éléments nutritifs. Par contre, c'est cette couche-là qui va s'en aller dès lors qu'on aura des pluies diluviennes et des intempéries. C'est ce sol-là qui va s'éroder en premier. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces différents types de sols en France ? On va retrouver les sols limoneux et argileux, donc nos sols les plus chargés en nutriments, plutôt dans la région, le bassin d'Île-de-France et dans le nord de la France. Donc c'est là où on va avoir les plus grosses régions agricoles en France. Donc c'est plutôt ce qui est rosé avec un entremêlement de vert émeraude. On voit pas très bien là, avec les différentes couleurs, ça s'entremêle beaucoup, mais c'est pas rare d'avoir en fait des sols argileux et limoneux au même endroit. Là, la couleur rosée, c'est la couleur dominante, donc les sols dominants qui sont proposés ici. On souhaitait aussi revenir sur la pratique historique en France agricole, et c'est plutôt donc, la polyculture élevage ou polyculture tout court. Donc là, vous avez une représentation sur la carte de France de où est-ce qu'on retrouve, donc c'est un peu partout. Et ça a pour avantage, quand c'est bien intégré de manière plutôt extensive, de proposer beaucoup de matière organique à nos sols et de donc pouvoir enrichir et aussi, et là ça intéresse donc les shifters, de stocker du carbone. Or, ce qu'on remarque, c'est plutôt une tendance
non pas à la polyculture, à la diversification des cultures, mais plutôt à l'hyperspécialisation des cultures, à la monoculture si vous voulez. Et de manière assez concomitante, on a plutôt une diminution du nombre d'exploitations dans le temps. Donc là, vous voyez sur ce graphe, sur la partie jaune, la diminution depuis les années 70 du nombre d'exploitations. Et de manière assez symétrique, une augmentation des surfaces agricoles moyennes par exploitation. Voilà, donc on a un nombre d'hectares par ferme qui s'agrandit. Et enfin, on constate aussi une diminution des surfaces agricoles utilisées de manière générale. Donc en gros, il y a moins de terres cultivées en France plus le temps passe. Il faut relativiser ça par le fait qu'on garde quand même 52% du territoire français qui est dédié à l'agriculture. Voilà, ce qui est en gros la moitié du territoire français qui est encore dédié à l'agriculture. Maintenant, si on s'intéresse à ce qu'on va cultiver concrètement, eh ben, on remarque que c'est la grande culture qui prédomine. Alors la grande culture, c'est composé de quoi? C'est surtout la culture de céréales, donc le blé, le maïs, l'orge, l'avoine par exemple. La culture des oléagineuses. Les oléagineuses, c'est ce qui va produire l'huile, donc le tournesol, le colza. Les protéagineuses, ça c'est ce qui va nous... c'est les légumineuses, donc les pois, les févroles, les lentilles par exemple. Et ensuite, on a d'autres typologies comme les plantes à fibres. Plantes à fibres, c'est quoi? C'est le lin par exemple, les pommes de terre et la jachère. Donc tout ça, ça regroupe les grandes cultures. Donc c'est ce qu'on va cultiver sur des grandes surfaces, des grands espaces. Et si on regarde donc combien ça représente dans l'agriculture française, c'est 47,6% des surfaces agricoles utilisées. Donc c'est quasiment la moitié de ce qu'on cultive qui est de la grande culture en France. Et là, on a sur la carte de France les régions où on les retrouve de manière principale. Et on remarque que ça pourrait se calquer avec la carte de France qu'on a vue tout à l'heure, où on avait nos régions avec des sols les plus chargés en nutriments. Excuse-moi. Oui. Je sais que la grande culture, s'il vous plaît. La grande culture, c'est des surfaces cultivées assez étendues, et c'est surtout les céréales, les oléagineuses, les protéagineuses, la culture de pommes de terre, jachère et plantes à fibres. Voilà, c'est ce qu'il y a ici en gros. Donc jusqu'au prochain trait bleuté. Et c'est 12 millions d'hectares en France, sur les 26 millions au total. Alors maintenant, si on s'intéresse aux pratiques agricoles dites émergentes parce qu'elles sont, on va dire, minoritaires par rapport à l'agriculture conventionnelle, on a la bien connue agriculture biologique. Aujourd'hui, c'est 13% des fermes françaises, soit environ 3 millions d'hectares. On a l'agriculture de conservation des sols, ACS, qui représente seulement 2% des fermes. Ce type d'agriculture, ça a la particularité de se concentrer sur la préservation du sol, donc avec par exemple des pratiques de non-labour, de rotation des cultures, etc. Et on précisera en détail par la suite comment ça se décline. On a l'agriculture à haute valeur environnementale, HVE, c'est 9% des exploitations agricoles. C'est surtout les exploitations viticoles qui vont être certifiées à HVE, c'est une certification, donc là il y a un cahier des charges. Voilà. Et les techniques culturales simplifiées, où finalement c'est à mi-chemin entre le conventionnel et l'ACS, où on va vraiment éviter le travail du sol tout en ne le supprimant pas complètement. Là, c'est 35% des surfaces agricoles en France. Alors maintenant, si on va s'intéresser aux impacts de l'agriculture, il y en a quelques-uns. Alors déjà, sur le plan carbone. Donc, l'agriculture, c'est aujourd'hui 19% des émissions de GES en France. C'est le deuxième poste sectoriel des émissions de la France après le transport, qui est environ 30%. Et si on regarde comment tout ça se découpe, donc ces 19%, comment ça se découpe, on a pour moitié le cheptel bovin, c'est les émissions liées à la rumination, le CH4 émis lors de la rumination. Ensuite, on a donc les engrais qu'on va venir amender dans nos champs, donc à la fois au niveau de la production et quand on va venir amender nos champs, il y aura des émissions de GES. Et enfin, les engins, les tracteurs, les chaudières, etc. C'est le troisième poste d'émission de l'agriculture en France. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de tendance? Donc là, vous avez une représentation graphique de la courbe. La France, c'est la première des courbes.
Donc c'est elle qui émet le plus par rapport aux autres pays proposés. C'est normal, on a un gros producteur agricole en France. Et on constate qu'il y a quand même une baisse de 15% des émissions depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Alors, faut pas se leurrer, c'est pas dû à des efforts et à une substitution de nouvelles pratiques plus vertueuses, c'est plutôt lié à un déclin du secteur. Donc on constate quoi? Qu'il y a eu une baisse du cheptel bovin. On est passé de 20 millions de têtes en 1995 à 16 millions aujourd'hui. On a une baisse des utilisations des engrais, mais c'est surtout lié à la hausse des prix. Et une baisse des surfaces cultivées au total. Donc ça, c'est la déprise agricole notamment. Par contre, on a quand même un objectif pour 2030 qui est posé par l'Europe avec le Fit for 55, qui est en gros de baisser d'autant les émissions qu'on a fait en 30 ans, mais cette fois en 6 ans, puisque voilà, c'est objectif 2030. Donc va falloir s'accrocher. Mais il ne faut pas oublier que quand même l'agriculture, c'est un potentiel de capture et de stockage du carbone. Notamment grâce à un combo gagnant, si je puis dire, c'est le CIRAD qui nous le dit, donc avec l'arrêt du travail du sol, la diversification des cultures et le couvert permanent du sol, on peut espérer capter beaucoup plus de carbone. Aujourd'hui, comme vous le montre l'infographie, c'est à peu près 50 tonnes par hectare de carbone stocké pour des cultures. Là où on voit la prairie, la forêt est à peu près équivalent à 80 tonnes hectare. En moyenne, on se situe à peu près à 74 tonnes hectares de carbone stocké sur l'ensemble du territoire. Et je voulais vous parler d'une initiative qui s'appelle 4 pour 1000. Donc ça, c'est une initiative qui a été lancée au moment de la COP21 en 2015. L'idée, c'est de pouvoir stocker 4 pour 1000, soit donc 0,4% de carbone en plus chaque année sur les 30 à 40 premiers centimètres du sol. Si on arrive à faire ça, sur l'ensemble de la planète bien sûr, on pourrait compenser les émissions annuelles de l'homme. Voilà. Tout en sachant qu'on peut beaucoup plus stocker, on peut arriver jusqu'à 20 pour 1000 si on arrive à faire ce combo gagnant. Donc c'est très intéressant d'orienter, on va dire, l'agriculture vers des pratiques plus vertueuses qui permettent de stocker plus de carbone. Alors maintenant, si on s'intéresse aux impacts sur la biodiversité, donc il faut rappeler que l'homme, il y a quelques 10 000 années de ça, a commencé à proposer, donc c'est sédentariser et à proposer l'agriculture. Ça a permis de favoriser certaines espèces, les espèces dites spécialistes qu'on va retrouver uniquement dans les champs, les coquelicots, l'alouette des champs, les perles grises et rouges par exemple, qui elles-mêmes rendent des services à l'agriculture. Donc, par exemple, les insectes vont polliniser les cultures, les vers de terre vont venir structurer le sol, les oiseaux de proie vont venir réguler les populations de rongeurs dans les champs, et ça rend des services à l'agriculture. Cependant, évidemment, aujourd'hui, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée, elle a vraiment des impacts très délétères sur la biodiversité, notamment avec les intrants chimiques qui sont proposés, les herbicides d'une part, avec une baisse de la diversité floristique, les insecticides et fongicides qui vont diminuer l'abondance de la pédofaune. Donc pédofaune, c'est la biodiversité du sol. Les surplus d'engrais minéraux et organiques qui vont venir eutrophiser les milieux aquatiques. Donc c'est le phénomène des algues vertes en Bretagne. L'arrachage des haies qui va venir réduire la faune qui se réfugiait dans les haies, notamment les perdrix par exemple. Le labour du sol qui va déstructurer les sols et perturber la pédofaune. Le drainage qui va réduire le nombre de zones humides et donc tout l'écosystème lié aux zones humides. L'irrigation qui aura un impact plus indirect avec la réduction du débit des cours d'eau et donc va perturber la biodiversité aquatique. Et le mécanisme de la récolte qui finalement augmente la mortalité des espèces qui vont venir nicher au sol ou qui vivent plus particulièrement à ras le sol. Et alors un chiffre qui est assez marquant, on l'a beaucoup entendu quand il y a eu la polémique sur les néonicotinoïdes, c'est les populations d'oiseaux. Et on remarque que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a une baisse de 36% des populations d'oiseaux, notamment les populations dites spécialistes des champs, puisqu'on ne les retrouve que dans ces endroits-là. Et ces populations-là sont très impactées par toutes les pratiques qu'on a pu voir ici, notamment les pesticides et intrants chimiques. Alors le but, c'est de sortir du cercle vicieux qui est donc l'hyperspécialisation des cultures, qui va entraîner une perte de biodiversité des agrosystèmes,
qui entraîne une diminution de la résistance et de la résilience de ces agrosystèmes, une vulnérabilité accrue aux bioagresseurs et agents pathogènes, et donc une augmentation de l'utilisation d'intrants et d'autres pratiques pour protéger les cultures. Mais ces pratiques-là, on l'a vu juste avant, elles entraînent une perte de la biodiversité et hop, on rentre dans cette boucle, ce cercle vicieux. Maintenant, si on s'intéresse à l'impact sur les sols, on a repris donc un chiffre pour vous montrer un peu l'ampleur de ce qu'est un sol et de la biodiversité qu'il y a à l'intérieur. Donc 1 gramme de terre, c'est 1 milliard de bactéries, 1 million d'espèces différentes, 10 000 variétés de champignons à peu près. Bref, Frédéric Albert Fallou, avocat et géologue, nous dit qu'il n'y a pas d'objet plus important dans la nature, pas d'objet plus digne de contemplation. Mais voilà, force est de constater que nos sols, ils se délitent en ce moment. Depuis les années 50, on a vu le nombre de vers de terre par hectare être divisé par 20. Donc on est passé de 2 tonnes de vers de terre hectare à 100 kg. Et les sols s'érodent 10 fois plus vite que de normal. Ça, c'est Marc-André Sellos qui nous le dit. On remarque que l'érosion de la Beauce est similaire à celle des Alpes aujourd'hui. Donc c'est pas du tout normal, vu que la Beauce c'est extra plat. Voilà, donc 89% des terres agricoles françaises sont aujourd'hui dégradées. Alors les 2 principales causes à la dégradation des sols, c'est d'une part la charrue, d'autre part les engrais minéraux. La charrue, c'est d'abord une technique de désherbage, mais elle a pour impact d'augmenter le CO2 émis parce qu'elle va aérer la terre, donc ça va accélérer le système de dégradation des matières organiques et donc relâcher du CO2 dans l'atmosphère. Ça casse la macrostructure du sol, donc toute la biodiversité du sol va être perturbée. Cette même biodiversité, vu qu'elle est perturbée, elle pourra moins bien dégrader les polluants du sol et il y aura l'émergence aussi de nouvelles bactéries pathogènes. De l'autre côté, les engrais minéraux, eux, servent à provisionner les plantes en nutriments. Mais on l'a vu tout à l'heure, donc leur production et l'épandage dans les champs émettaient des gaz à effet de serre. Ça pollue aussi les nappes et ça eutrophiese les milieux. Et ça a en plus pour effet de déséquilibrer le pH et la flore microbienne. Et on a eu tendance pendant longtemps à surabonder les champs en engrais, ce qui déséquilibrait totalement l'équilibre de nos sols et ils étaient donc moins résilients. Donc, on se dit qu'il faut œuvrer pour la préservation du sol. Et là, vous avez un petit diagramme qui représente les différentes pratiques culturelles en fonction de leur impact sur les sols. Dans le coin inférieur gauche, on a l'agriculture conventionnelle avec excès, qui est vraiment la pratique la plus délétère au regard du sol. Et dans le coin supérieur droit, on a la permaculture, qui serait donc la pratique la plus vertueuse, à ceci près qu'elle n'est pas étendable sur grande échelle. Donc on l'a vu, les grandes cultures, c'est quand même la moitié de nos espaces cultivés en France. Du coup, il nous semble intéressant d'aller vers une pratique plus diffusable à grande échelle, à savoir l'ACS, qui a beaucoup d'avantages en des termes environnementaux, économiques et sociaux. Néanmoins, elle n'est pas parfaite, mais on pourra donc le détailler tout à l'heure avec notre intervenant. J'espère qu'il a pu se connecter. Et justement, on va tout de suite regarder ça. Ce sera donc Nicolas Plateau, qui est donc éleveur et agriculteur céréalier dans le Loir-et-Cher. Il a 29 ans, il est installé dans sa ferme depuis 1 an et 4 mois et il est membre de l'APAD. Donc l'APAD, c'est une association qui œuvre pour la promotion de l'ACS, donc l'agriculture de conservation des sols. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'avais une question par rapport, tout à l'heure il y avait une présentation du nombre de voix de la FNSEA, Oui. Où il montrait que la FNSEA, dans, de ce que j'ai compris, les instances représentantes avaient plus de voix. Pourquoi justement cette dernière a plus de voix? Qu'est-ce qui fait en fait cette répartition? Alors déjà, il y a une question historique. En fait, la FNSEA, c'était le premier en fait, qui était là à l'époque de Charles de Gaulle, en fait, quand ça a été mis en place, le syndicat actuel. Donc ils ont une place en fait prépondérante. Les gens ont en fait, parce que dans le système de vote, les agriculteurs aussi, les ex-agriculteurs en fait qui sont à la retraite peuvent encore voter. Donc il y a encore ce truc-là qui continue. Donc, je vais laisser mon collègue Luc dessus. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. À l'époque, à l'après-guerre, effectivement, il y a eu besoin de nourrir la France. Il y a eu ce syndicalisme agricole qui est né. Et la FNSEA était là et elle a fait le job. Et les agriculteurs ont bien nourri la France pendant toute la durée où c'était nécessaire. Aujourd'hui, on peut remettre en question les choses. Ce qui était bon en 1950, c'était beaucoup plus bon aujourd'hui. Après, on se discute.
Mais effectivement, il y a cette historique, en fait, ça a toujours été comme ça, et puis on fait comme ça. Il faut noter aussi qu'il y a un agriculteur sur 2 qui ne vote pas. Donc avec la FNSEA qui... alors c'est pas un agriculteur... c'est assez compliqué, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui peuvent voter, les propriétaires fonciers peuvent voter. Donc s'il y a des gens ici qui ont des terres agricoles, sachez que vous pouvez voter. Votre vote ne compte pas autant que celui d'un agriculteur, mais il compte. Et voilà, il y a les ouvriers agricoles. Si vous avez été cueilleur de fruits cette année, peut-être, enfin l'année du vote, vous pouvez voter. Voilà. On a toujours fait comme ça. Il y a un autre point important, c'est que si vous voulez par exemple un prêt à la banque, le crédit agricole, et vu qu'ils sont présents en fait, dans les choses d'agriculture, souvent la FNSEA dit lui il faudrait peut-être lui accorder son prêt, lui peut-être pas. En fait, ils sont toutes les instances politiques qui tournent autour de l'agriculture. Donc ils sont présents. Donc si on n'y adhère pas, c'est compliqué de faire sans en fait. Ils sont un peu présents partout. Et je vous laisse conseiller de lire le livre de Laure qui explique vraiment tout. Sur l'origine de la FNSEA, il me semble qu'à la base c'est même le syndicat unique, un peu le syndicat officiel, donc c'est pas que c'était celui qui a émergé parce qu'il était meilleur, c'est qu'à la base il y avait besoin que d'un seul et du coup c'est resté historiquement. Il y avait besoin que d'un seul parce qu'on était post-seconde guerre mondiale et qu'il n'y avait plus la cellule familiale qui transmettait des savoirs sur comment on allait installer des agriculteurs, comment on transmettait les savoirs en agriculture. Et du coup c'est aussi à ce moment-là qu'est émergé les lycées agricoles, les DPREA, etc. Il fallait transmettre ces savoirs-là, il n'y avait plus personne pour transmettre parce que les hommes étaient morts à la guerre. Et il y a eu vraiment l'envie de l'agro-industrie, soutenue par la FNSEA, qui aussi ont pris cette part-là dans l'enseignement agricole. Donc la révolution verte, qui est drôlement son nom, qui a été mise en place post-seconde guerre mondiale avec l'extension de l'agriculture industrialisée, mécanisée, etc., est aussi nourrie et soutenue par tout un système de formation agricole à des nouvelles méthodologies de production où on faisait miroiter des conditions de travail beaucoup plus faciles et aisées pour les agriculteurs et aussi une meilleure rémunération des agriculteurs. Et on voit qu'il y a un leitmotiv continuel qui est soutenu par la FNSEA de dire suivez-nous, on va vous montrer que grâce à l'industrialisation, à un moment donné, à la mécanisation, à tous les engrais chimiques et tous les intrants chimiques qui vont vous améliorer les conditions de travail, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ils nous disent grâce à la robotique, la génétique, etc. On a bien entendu le système d'innovation sur ce côté-là. On va améliorer encore les conditions de travail en agriculture et la rémunération de l'agriculture. Moi j'avais une question. Oui. J'étais surprise par la tendance sur les protéagineux, parce qu'on a l'impression, en étant un peu béotière sur le sujet, que la culture justement des légumineuses se développe en France. Donc c'est pas objectivement pas du tout le cas, ou alors il y a plus d'import. Très peu, parce que c'est très peu rémunéré. Donc ils préfèrent aller vers la céréale qui rémunère mieux. Donc en fait, on a très peu de volume produit en France à cause du prix de revient. Par exemple, le maraîchage, c'est pas un gros point. En fait, ils sont obligés de penser directement à comment ils vont vendre leurs produits après. En fait, vraiment, c'est une réflexion. Dès que tu te lances, tu dois te dire de quel modèle économique je vais avoir, quel modèle je vais faire. C'est très très compliqué parce qu'ils ont des ouvriers agricoles à payer, donc ils ont beaucoup plus de charges que les autres. En fait, eux, dans leur rémunération, on a vu qu'ils étaient très très bas. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de charges que les autres. Et par exemple, le blé, en fait, le blé, il peut dire moi, je vends à tel jour, telle heure, parce que les prix, les coûts sont très très hauts pour les marchés. Donc il se dit c'est bon, je vais faire banco, là je vais pouvoir mettre bien. Alors que le mec qui fournit sa petite salade, il est obligé de la vendre au bout de 6 semaines, et si la salade elle est à 3 €, elle est à 3 €, il est obligé de la vendre. Voilà. Et j'aurais peut-être une suggestion pour compléter la présentation. Il y a tout l'aspect santé humaine qui n'a pas du tout été abordé dans les impacts sur la santé humaine. Or, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus d'études sur l'utilisation des pesticides vis-à-vis des riverains. Il y a le cas de la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Donc il y a peut-être aussi ce sujet-là à compléter par rapport aux impacts, au-delà des aspects écosystèmes. Oui, effectivement. On va un petit peu y toucher du doigt juste après, mais sous un angle un peu particulier. Ce sera avec Luc. Après, effectivement, on a fait le choix d'orienter aussi plus sur la biodiversité, puisqu'on avait aussi l'impression que c'était plus un angle mort. On favorise beaucoup, même quand on parle du bio par exemple, le facteur santé humaine,
au détriment de tous les aspects biodiversité, parce que le bio, ça a aussi des impacts sur la biodiversité. Et du coup, on a voulu vraiment orienter sur ces aspects-là. Mais effectivement, oui, il y a plein d'aspects santé. On a fait le choix aussi de ne pas le proposer là parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Tout à fait. Oui. L'épandage du fumier, c'est une bonne pratique ou pas? Parce que moi, mes grands-parents, ils étaient agriculteurs, on était dans le vrai et ils faisaient ça quoi, en fait, avec les quelques vaches qu'ils avaient. Aussi bien au niveau CO2 que sur les autres barrières. Ouais, alors je suis pas assez calée au niveau agronomique pour dire quelle technique d'épandage serait la meilleure. En tous les cas, ça donne de la matière organique au sol et du coup, ça c'est intéressant pour justement augmenter le taux d'humus du sol et stocker le carbone, etc. et avoir des nutriments aux plantes qui sont proposés de manière plus naturelle puisque les apports en engrais minéraux vont favoriser les bactéries et la dégradation de la matière organique, mais de manière très rapide, ce qui au final n'est pas vraiment ce qu'on recherche si on souhaite stocker du carbone par exemple. Donc il est préférable entre de la matière organique, un apport en engrais organique voilà. Il est préférable d'aller vers de l'apport en engrais organique que de l'engrais minéral. C'est ça. Après de dire, je ne saurais pas dire exactement quelle technique d'épandage est la meilleure ou ça je sais pas trop. Je vais répondre. Ouais. Juste avant de prendre ta question, il y a une question juste de... Ok, ouais. Je voulais juste savoir en termes de pratique, après on va sûrement l'aborder après, mais en termes de pratique, la différence entre l'ACS et la permaculture. Alors en gros, l'ACS c'est de la permaculture mais pour grande culture. C'est grosso modo ça, sauf qu'il y a quand même des herbicides qui sont en ACS. C'est une question d'échelle. La permaculture n'a aucune utilisation d'entrants chimiques. C'est la très grande différence avec l'ACS. L'ACS, l'agriculture de conservation des sols, on a le droit d'utiliser des intrants chimiques, c'est soumis à aucune réglementation, à aucun label, quoi que ce soit. La permaculture aussi. En tout cas, dans la permaculture, il y a ce rejet complet d'utiliser tout un intrant chimique. Même tout travail du sol. Mais c'est ce qui se rapproche le plus en tous les cas de la permaculture, vu qu'en fait la permaculture n'est pas duplicable sur la grande culture. Mais je suis d'accord, il y a encore les intrants chimiques qui sont possibles de mettre en ACS, et c'est ce qui rapproche le plus. Ok. Parce qu'il est tout à fait possible de cumuler bio et conservation des sols. En permaculture, c'est différent de qu'est-ce qu'on cultive sur le sol et à quelle échelle. Alors, on peut être en grande culture bio, on peut être en grande culture conservation des sols, on peut être en grande culture les deux. Ça, c'est pas clair. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont été menées, y compris par une marée dernièrement, pour chercher. Ah non, j'ai cru que c'était Nicolas qui connaissait de ce. Il en aurait parlé beaucoup mieux que moi. On a eu cette discussion avec Estelle au tout début du projet, justement. Et donc, pour faire de l'ACS, il y a un sujet sur le désherbage. On va utiliser des pesticides, des herbicides pour ça. Oui, de la mécanisation. Mais si on fait de la mécanisation, en fait, du coup, si on fait du labour à ce moment-là, on est sur de l'ACS, naturellement. Si on fait du scalpage, dans ce cas-là, on peut obtenir un désherbage de cette façon-là. Sauf qu'on n'atteint pas du tout les mêmes performances économiques que celles qu'on pourrait obtenir avec le glyphosate, notamment. Le fait que effectivement, on peut aussi recruter personnes sur un champ et leur demander de le faire à la main. On peut faire ça techniquement, genre c'est possible, c'était comme ça qu'on le faisait à une époque. Mais en tout cas, économiquement, actuellement, il n'y a pas d'éléments. Et honnêtement, j'étais dans ta team au début. On pourra faire un échange. Je ne sais pas si c'est moi qui ai une vision pas complète de la permaculture, mais pour moi, dans la permaculture, il y a aussi l'idée de l'association d'un certain nombre de cultures sur une parcelle spécifique, et où du coup, on associe des arbres avec des plantes, des buissons et des plantes terre et des racines, et donc ça demande un travail manuel, ça interdit toute mécanisation et ça demande un travail manuel très important. Ça permet du coup et donc il y a, par rapport à l'agriculture de conservation des sols où on peut le faire en effet sur la grande culture, mais du coup
la permaculture, c'est quand même un système entier sur une parcelle. Oui, c'est optimal la permaculture. C'est optimal et c'est pas. Si on arrive à le faire, c'est étendable à. Oui, voilà. Alors du coup, je t'ai présenté, donc je veux bien que peut-être tu représentes un petit peu ton parcours, ton activité, ce que tu fais aujourd'hui. Et est-ce que tu aurais aussi un petit mot à dire sur la crise agricole qui a vu le jour ces derniers mois, qui a vu le jour ces derniers mois. Voilà, je te laisse la parole et puis on te reposera des questions s'il faut. Ok, d'accord. Donc voilà, donc Nicolas Plateau, donc mon parcours avant mon installation, j'étais technico-commercial, je faisais essentiellement du suivi de culture auprès des agriculteurs. J'ai commencé dans la région de Bretagne, sur Paimpol, et puis après je suis revenu sur ma région natale, donc dans le Perche. Et voilà, parce qu'à l'avenir, je comptais m'installer sur la ferme familiale qui était donc dans le nord du Loir-et-Cher, donc sur la commune de Droué. Et donc c'est ce qui s'est passé depuis un an, un peu plus d'un an. Là, donc je me suis installé et donc j'ai quitté mon poste de technico-commercial. Le projet c'était de m'installer avec de l'élevage, donc en polyculture élevage. Donc aujourd'hui j'ai un atelier de bovins viande, donc c'est de la vache allaitante, destination viande, avec en parallèle de la culture, donc qui est destinée pour partie aux animaux, à l'alimentation, et puis secondo pour la vente des céréales à l'extérieur. Voilà, donc après, par rapport à la crise agricole, moi mon ressenti, je partage exactement ce qui a pu être dit pendant plusieurs semaines. On a déjà un boulot très contraignant au niveau des heures de travail. Réglementairement, ça devient de plus en plus strict, hein. On est assez rigoureusement suivi dans plein de domaines et puis ça nous donne aussi beaucoup d'administratifs à faire, ça devient énorme et puis un manque de reconnaissance par rapport à ce qui est fait finalement, parce qu'il y a toujours des critiques au niveau de l'environnement c'est jamais assez bien en fin de compte ce qu'on peut faire dans notre métier, donc voilà. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée sur le nombre d'heures que tu fais chaque semaine déjà, par exemple? Ouais, là je comptais 80-85 heures par semaine, à peu près. Surtout là en ce moment, on a quand même un plein boulot qui reprend avec les beaux jours, donc, voilà. Ok. C'est des sacrées journées. Ok, et par rapport aux normes environnementales, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu ce que toi tu regrettes peut-être, ou ce que tu as en tête vis-à-vis de l'environnement et comment tu envisages peut-être l'agriculture avec une meilleure préservation de l'environnement? Ouais, moi je considère en tout cas que je fais un peu de l'environnement tous les jours. J'y suis très attaché. Après, le problème, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui donne son avis, et puis il y en a très peu qui connaissent réellement le métier, Et là, il y a vraiment un fossé qui se crée entre ceux qui pratiquent et puis la théorie, Et en fait, on n'a plus de liberté, là, on devient trop contraint dans nos pratiques, et ce qui fait qu'on n'arrive plus à faire les choses si bien que ça, donc après moi, de mon point de vue, j'envisage l'agriculture de demain par de l'ACS, c'est du SMI direct et puis en même temps de la baisse d'intrants, que ce soit phyto ou engrais. Je trouve que c'est le système, pour moi, qui est le bon compromis entre le conventionnel pratiqué majoritairement aujourd'hui et puis on va dire le bio. Voilà, moi c'est ce vers quoi je veux aller et que je crois. Avec de l'élevage, ça me permet en plus d'avoir un système vraiment plus résilient. C'est mon point de vue.
voilà, on a des... Est-ce que tu peux nous expliquer justement les principes de l'ACS? Comment on le pratique l'ACS? Ouais, donc l'ACS, en fin de compte, donc c'est 3 piliers principaux. Donc c'est le non-travail du sol, la couverture permanente des sols, et puis la rotation, une diversification des cultures, ce qui est vachement important, sinon ça ne peut pas marcher, en fin de compte. Donc voilà pour les principes de l'ACS. Et est-ce que tu peux nous dire les avantages de tout ça? Donc les avantages, en premier lieu, c'est on va dire la préservation des sols, la biodiversité. Faut comprendre que vraiment nous notre outil principal c'est le sol. On produit tout par le sol, que ce soit derrière l'alimentation en céréales, que ce soit pour nous les humains ou les animaux. Si on n'a pas des sols en bonne santé, par le problème de l'intensification du travail du sol, parce qu'on nous enlève toujours plus de phyto, et notamment par exemple le glyphosate, moi je trouve que ça va pas dans le sens de l'ACS, et de la préservation des sols, qui fait que derrière, on pourra toujours produire en quantité et en qualité. Donc ça c'est le premier point. Après, garder quand même une diversité, une biodiversité qui est toujours présente, ça nous permet quand même de moins traiter derrière, quand on a un équilibre qui se fait entre on va dire les auxiliaires et puis les pathogènes, les agresseurs. C'est cool pour nous, puis pour tout le monde. Et puis c'est de garder aussi du potentiel, parce que finalement nous on veut pas produire, perdre du rendement, c'est aussi une perte économique derrière, c'est pas non plus le but. Et en termes de rendement justement, c'est quoi les ratios par rapport à du conventionnel en ACS? On va dire que ceux qui pratiquent l'ACS depuis un certain nombre d'années, qui ont du recul, ça marche tout aussi bien que du conventionnel. C'est plutôt au niveau de la transition au départ. En fait, ce qui se passe, c'est que des sols habituellement travaillés, il y a une compaction qui se fait, il n'y a pas la vie biologique qui est en route, qui permet de maintenir au départ des rendements on va dire aussi satisfaisants que conventionnels. Ça peut en tout cas un peu peiner au départ. Et c'est combien de temps la période de transition à peu près? En fait, elle va dépendre un peu de l'historique de la ferme, de l'exploitation. Dès qu'il y a un passé de fertilisation organique par de l'élevage, ça peut aller beaucoup plus vite parce que ça nourrit concrètement la vie biologique, donc elle va revenir plus rapidement sur le sol. Par contre, un céréalier qui a déjà plus d'élevage et puis qui pratique jamais de couverture des sols entre les intercultures, là ça peut aller beaucoup plus lentement. Et là on peut parler de 5 années, c'est souvent un peu ce qui se dit, au moins 5 ans de transition, on va dire. Et ça, c'est de la perte de rendement, du coup, cette période de transition. Voilà, de la perte un peu de rendement au départ, parce qu'il n'y a pas une bonne synergie entre les plantes et puis la vie microbienne des sols, pas un bon enracinement parce qu'il y a peut-être de la compaction. Tout ça, c'est très technique, c'est vraiment du terrain. Justement, en termes de terrain, toi, comme tu étais technico-commercial, avant tu as vu plusieurs fermes. Tu as pu comparer un peu du coup les systèmes, notamment des fermes en ACS, des fermes en conventionnel. Et donc, qu'est-ce que tu faisais concrètement pour les conseiller, puis pour regarder l'évolution des terres au des microbiennes? Donc voilà, on essayait d'être pragmatique quand même. On utilisait à bon escient le travail du sol quand il fallait résoudre des problèmes de compaction. Il faut partir dès le départ du bon pied, donc s'il faut faire une fissuration, avant de pouvoir se lancer vraiment dans le semi direct, il faut le faire, il ne faut pas non plus aller au casse-pipe. Et après, c'est vraiment c'est adapté en fonction du système de départ. Si la personne faisait déjà peut-être du simplifié, donc pas de labour, peut-être qu'elle avait de l'élevage, tout ça, ça change beaucoup les choses. Quand il y a des prairies un peu temporaires ou permanentes dans le système, ça permet quand même un repos au niveau de l'exploitation du sol, et c'est pas négligeable, ça permet de faire revenir aussi de la vie biologique, qui est vachement important. Ok. Je sais pas, dans le timing, comment on est? Est-ce qu'on reprend Est-ce qu'on peut simplement lui demander sa ferme, comment elle est, sur combien d'hectares il est, est-ce
que ses parents ils disaient que c'était une reprise familiale. Elle était déjà en agriculture avec une mixité polyculture-élevage ou pas? Je me demande si, parce qu'il y a une suite de présentations et une période de questions-réponses après. Donc je sais. Je peux répondre à cette question-là et puis ensuite enchaîner avec Luc. Vas-y, on fait ça. Alors je te répète la question. C'était juste pour que tu précises le nombre d'hectares sur ta ferme, le nombre de bêtes. Est-ce qu'auparavant il y avait la polyculture élevage dans le système que tu as repris? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le nombre d'actifs, le nombre de personnes qui travaillent sur la ferme. Personnes qui travaillent sur la ferme aussi. Oui, donc j'avais pas parlé de ça, oui, donc là la ferme elle fait à peu près 200 hectares, quoi, un petit peu moins, mais 200 hectares, il y a 80 vaches mères allaitantes qui donnent des veaux, donc ça me fait au total 240 à 250 animaux, quoi. Et donc là moi j'ai repris 2 exploitations, une partie c'était la ferme familiale de mon oncle où il y avait actuellement plus d'élevage, et là je voulais m'installer moi sur d'élevage, donc j'ai repris une ferme voisine où il y avait un atelier d'élevage en route, où il n'y a plus qu'à continuer, et c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas le départ qui est assez long en vache allaitante, on n'a pas de rentrée d'argent assez tout de suite, donc c'était bien. Et puis économiquement, moi, ça pouvait me permettre d'avoir un système viable. Sans ça, en fait, je ne pouvais même pas m'installer. Les 2 fermes, si on les sépare l'une de l'autre, étaient trop petites, quoi. Après, tu m'avais demandé... je ne me rappelle plus. Si tu as des salariés sur ta ferme? Oui, donc il y a un salarié à mi-temps qui aujourd'hui c'est l'ancien exploitant qui était sur la ferme d'élevage, qui me donne un bon coup de main et qui me donne un bon appui pour en tout cas m'apprendre au départ et puis m'accompagner tout simplement. Mais en plus d'être un besoin de main d'œuvre. Super, merci. Et du coup, on va reprendre la présentation. Oui, c'est bon? Ouais. On va reprendre la présentation avec Luc et après on revient à toi pour les questions-réponses. Je sens que vous avez très envie de poser des questions à Nicolas, alors je vais aller le plus vite possible. Un bruit. Du coup, Nicolas, merci beaucoup. J'ai trouvé ça déjà super important. Je vais essayer de te rendre la parole le plus rapidement possible. Voilà, c'est parti pour le speedrun sur le glyphosate. Voilà, c'est un sujet qui agite les émois. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. Nicolas en a parlé tout à l'heure, enfin l'autre Nicolas en a parlé tout à l'heure. Il y a eu la chaîne sur Discord, il s'est passé des choses, des sujets, etc. Donc on va parler du glyphosate. Et le glyphosate, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, le glyphosate, c'est un herbicide, c'est-à-dire que ça tue les plantes. Et comment ça fonctionne? Enfin, comment on l'utilise? On l'utilise par voie aérienne, en l'aspergeant comme ça. Alors pas forcément avec une grande machine comme ça peut être fait à la main, mais par exemple comme ça. Et puis les plantes qui vont le recevoir sur leurs feuilles, le glyphosate en arrivant sur les feuilles des plantes, il va pouvoir rentrer à l'intérieur et interrompre des voies de biosynthèse qui sont fondamentales pour le fonctionnement des plantes. Quand je dis des plantes, c'est de toutes les plantes, sauf celles qui ont développé des résistances ou celles pour lesquelles on a mis une résistance dedans. Toutes les plantes vont pouvoir être touchées. Et donc le fait que ce soit épandable comme ça par le dessus, ça en fait quelque chose de très pratique, et le fait que ça tue toutes les plantes et toutes les mauvaises herbes qu'on puisse imaginer, ça en fait encore une fois quelque chose de très pratique et donc de très utilisé, de tellement utilisé qu'en France, le tonnage de glyphosate qui est acheté correspond à 1/3 du total des herbicides achetés. Ça représente 8000 tonnes à comparer avec les 800 000 tonnes totales de glyphosate achetées chaque année dans le monde. Si vous faites le calcul, ça fait pour la France 1% du total du glyphosate. 1%, ça a l'air pas beaucoup, mais en fait, ça représente, rapporté à la surface arable, 1 kg par hectare d'utilisé. Et ça, c'est 2 fois plus que la moyenne mondiale. Donc, en France, on est des gros utilisateurs de glyphosate, en fait. Et sur la carte de gauche qu'on a ici, qui ressemble beaucoup aux cartes que Estelle a montrées tout à l'heure, on voit l'utilisation du glyphosate. Alors, ça se voit pas bien, mais autour de Bordeaux, là, c'est très foncé. Autour du bassin méditerranéen, c'est très foncé aussi, le long de la vallée du Rhône, là-haut.
pour ceux qui connaissent, c'est là où on fait du vin. Parce qu'on utilise beaucoup le glyphosate pour désherber les vignobles. Donc si vous n'aimez pas le glyphosate mais que vous aimez le pinard, alors il faut prendre du vin bio. Je vous laisse décider de... Enfin, vous devez probablement savoir si vous aimez le vin ou pas. Pour le glyphosate, peut-être vous ne savez pas encore. Et pour ça, du coup, je ne vais pas du tout pouvoir vous aider. Parce que, en fait, quand on s'intéresse à ce que peuvent raconter les agences de contrôle de santé, etc., sur le sujet, on a d'un côté le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, qui est rattaché à l'Organisation mondiale de la santé, donc à l'ONU, qui considère que le glyphosate est un cancérogène probable. D'un autre côté, on a nos agences européennes, donc le FSA et le CHA, qui, elles, considèrent que c'est un cancérogène peu probablement un cancérogène. Et ces deux agences, enfin ces agences-là, c'est toutes des agences qui sont très respectables et qui ont une très bonne réputation, un historique de bonnes choses qui ont été faites, et donc on peut se poser la question de pourquoi elles arrivent à des conclusions différentes. Et la raison de cela, c'est parce qu'elles se basent sur un corpus de connaissances différents. En gros, si le CIRC choisit des papiers scientifiques, des articles scientifiques, voilà, arrive à sa conclusion, le FSA choisit d'autres articles scientifiques et arrive à sa propre conclusion. Et on peut se donner pourquoi ils n'ont pas choisi les mêmes. Et la critique qui est faite au CIRC, c'est qu'ils utiliseraient trop de papiers qui ne sont pas assez robustes, pas assez fondés scientifiques, pas assez robustes. Globalement, c'est la critique qui en est faite. De l'autre côté, les critiques qui est faite à ces agences-là à droite, toujours à droite, hein, comme par hasard. C'est la critique qui est faite des papiers qui sont sélectionnés par ces agences-là, c'est qu'ils privilégient les papiers qui sont fournis par les industriels du secteur, notamment des papiers auxquels personne d'autre que eux a accès, et donc qui sont accusés de peut-être contenir des conflits d'intérêts. Bref, on a deux groupes d'agences qui sont des gens très sérieux, qui se basent sur un corpus de connaissances très divers, et ça nous amène à un cas, d'après l'Argumentarium, en tout cas, et il a fait une série de vidéos sur YouTube que je vous conseille de voir parce que j'ai trouvé pertinente. C'est un cas classique de controverse scientifique. En fait, on n'a pas encore complètement conclu sur le risque posé par l'utilisation du glyphosate pour les humains. Parce qu'il y a les humains, et puis il y a les autres espèces vivantes qui ne sont pas des humains, et qui habitent la planète avec nous. Et ceux-là se font toucher par le glyphosate aussi. On a vu tout à l'heure que c'était le glyphosate, ça s'envoyait par l'air comme ça. Et donc au moment où on fait l'épandage du glyphosate, il peut y avoir du glyphosate qui se retrouve à l'extérieur du champ. Normalement on ne s'en sert pas quand il y a du vent, mais il pourrait y avoir des petites gouttes qui se retrouvent à l'extérieur. Et puis aussi c'est un composé chimique qui est très soluble dans l'eau, et donc dès qu'il pleut, il y a l'eau qui va charrier le glyphosate et l'amener un peu partout là où l'eau va. C'est-à-dire les cours d'eau, les nappes phréatiques, tout ça. Et donc, le glyphosate, c'est un poison. On s'en sert parce que c'est un poison, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça tue les plantes. Donc, quand il y a du glyphosate qui tombe sur une plante, même si c'est une plante qu'on ne veut pas tuer, elle meurt. Et même les plantes qu'on veut tuer, en fait, comme c'est très efficace pour tuer les plantes, des fois, peut-être qu'être trop efficace dans l'assassinat de plantes, c'est peut-être pas possible. Mais en tout cas, ça tue les plantes, c'est sûr. Pour les autres animaux, il y a un petit peu plus de doute. Alors, quand on met des animaux dans une boîte avec du glyphosate, il y a une toxicité qui peut être mesurée pour certains animaux. C'est notamment le cas pour les animaux aquatiques et puis les mammifères, enfin pour beaucoup d'animaux en tout cas. Mais il y a des gens qui disent en même temps que le glyphosate, étant donné ses propriétés chimiques, justement sa solubilité, fait qu'il ne se bioaccumule pas. C'est-à-dire que quand on l'envoie dans la nature, il va se dissoudre, se diluer partout, et il ne va pas y avoir des poches extrêmement toxiques où le glyphosate va s'accumuler et tuer les choses qu'il va rencontrer à ce moment-là. Donc les gens disent oui c'est toxique, mais en fait dans la nature ça ne va pas se retrouver dans des situations où c'est toxique. Mais il y a d'autres gens qui disent bah si en fait on voit des moments où c'est vraiment toxique pour les animaux. Et donc c'est un poison. Actuellement il y a encore une controverse, disons, sur à quel point c'est un poison.
des gens disent c'est un bénéfice, c'est un risque acceptable dans la balance bénéfice-risque relative à l'utilisation du glyphosate. Et pour ça, du coup, Nicolas, je voudrais donc te redonner la parole parce que tu as dit que tu utilisais du glyphosate et j'aimerais que tu nous parles, toi, déjà, sur le plan de la biodiversité, par rapport à des endroits où on laboure. Est-ce que l'utilisation du non-labour plus du glyphosate, finalement, ça a un intérêt? Voilà, bien sûr. Je vais me rapprocher donc de... Je ne sais pas où il est le... C'est sur la l'ordi, c'est sur l'ordi. Du coup, Nicolas, je voulais te rendre la parole pour que tu nous parles de ce que tu vois dans le champ, avant, après l'utilisation du glyphosate, bref, ce qu'on tu vois du point de vue de la biodiversité dans ton champ. Et puis aussi, j'aimerais que tu nous parles de comment tu t'en sers. Est-ce que quand tu manipules le poison glyphosate, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce qu'il y a un rituel glyphosate? Est-ce qu'il y a des équipements de sécurité? Est-ce que les règles d'utilisation, est-ce qu'il y a des règles d'utilisation et est-ce qu'elles sont toujours respectées? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le glyphosate? Ouais, donc alors au niveau de l'utilisation, donc forcément on a des équipements de protection pour nous en tant qu'utilisateurs, on est protégés. Donc que ce soit pour glyphosate ou en fait d'autres produits, c'est la même chose, hein, voilà, essentiellement masque, gants et puis combinaison. Mais moi ce que je peux vous dire, qu'il y a quand même des produits bien plus mauvais que le glyphosate. Il y a des produits, ça sent très mauvais, c'est agressif au niveau de la tête, enfin voilà, si on met pas de masque. Le glyphosate en l'occurrence, ça sent rien du tout. Donc moi, en tout cas personnellement, ça ne me pose aucun problème d'utiliser le glyphosate. Et ça fait quand même depuis, il faut voir, très très longtemps que c'est un produit qui est utilisé, hein, c'est très très vieux le glyphosate, donc il y a pas, voilà, moi je trouve que niveau historique, on en parle beaucoup, mais voilà, il n'y a pas non plus des dégâts au niveau, que ce soit la biodiversité humaine à ce point-là, quoi. Et en tant qu'utilisateur, il faut voir que j'ai quand même voyagé un petit peu au Brésil notamment, et c'est des pays qu'on utilise quand même quasiment plus du double de nous, hein, en France. Hein. On était même effarés de voir les doses qu'ils utilisent. Donc nous, dans notre pays, c'est très très peu de glyphosate. Hein. Enfin, c'est vraiment rien. C'est dérisoire de ces pays-là. Et au niveau de la biodiversité, en fait, on en a bien plus quand on met du glyphosate, parce qu'on fait moins de travail du sol intensif, et c'est surtout ça qui va faire qu'on aura plus de biodiversité, et qui est essentiel derrière pour avoir des cultures en bonne santé et donc des bonnes productions de qualité aussi. Dès qu'on a plus de glyphosate, ça veut dire travail intensif des sols, donc labour ou alors des chômages à tout va. Enfin, c'est anarchique. Déjà, ça fait du déstockage de carbone, ça coupe tous les réseaux mycéliens de mycorhizes, de champignons qui sont symbiotiques aux plantes. Ça fait à l'inverse un développement anarchique de bactéries. Enfin, on n'a plus le ratio 1:1 de bactéries-champignons. Enfin, en fait, on a des problèmes au niveau des sols qui sont très visibles à l'œil, en tout cas. L'ACS, malgré que ce soit des utilisateurs de glyphosate, parce qu'il n'y a que ce moyen-là pour pouvoir permettre de désherber avant la mise en place d'une culture, on a des super sols, ça grouille de vie, il y a des vers de terre comme on n'en voit jamais d'autres parcelles pour labourer, ça n'a rien à voir. Enfin, donc moi je ne vois aucun mauvais bénéfice pour la vie du sol. Est-ce que tu as dit que tu as soulevé l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative au glyphosate? Est-ce que tu sais s'il y a des études qui sont en cours pour peut-être faire sans? Comment elles fonctionnent? Quelles sont leurs limites? Et si tu as de l'espoir quand même? Alors c'est sûr que, bon, déjà, c'est vrai qu'il faut une solution alternative qu'il n'y a pas aujourd'hui. Bon, on n'est pas contre qui nous enlève le glyphosate, il faut autre chose, voilà, pour travailler, parce qu'en fait, on nous enlève notre outil de production, quoi. C'est comme un boulanger de lui enlever la levure, quoi, on part un peu derrière. Donc c'est un peu pareil. Et là aujourd'hui, je sais pas, je peux pas dire s'il y a une alternative qui serait étudiée, mais je le pense, hein, forcément ils doivent travailler là-dessus depuis qu'ils ont un peu mis entre guillemets l'interdiction du glyphosate, mais comme aujourd'hui il n'y a rien, on peut garder. Après je sais plus la question que c'était, mais j'ai un trou. Je pense que tu as répondu. Hein. Peut-être qu'on peut prendre des questions du coup d'autres personnes. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à d'autres personnes dans la pièce? Oui, pas de problème.
Je veux bien. Ouais, ma question pour toutes les personnes qui sont intervenues. Ouais, je suis pas sûr qu'on m'entendra, faudra peut-être reposer la question. Mais, quel impact, enfin Nicolas, tu nous as parlé de l'impact ou du non-impact du glyphosate sur la vie dans le sol. Qu'en est-il de l'impact sur la biodiversité hors sol? Donc, je sais pas, les oiseaux, les insectes, et j'étends la question à tous ceux et toutes celles qui ont étudié la question dans la salle. Alors là, personnellement, je peux pas le dire parce que c'est quand même pas facile à voir, à observer, parce qu'en fait, comme nous, en tant qu'agriculteurs, on n'utilise pas que du glyphosate, donc on peut pas dire quel produit spécifiquement va potentiellement avoir un impact sur tel oiseau ou tel insecte, etc. Nous, vraiment, ce qu'on voit, c'est sur le sol, donc ça se voit, vraiment, c'est très visible, mais alors après, là, je peux pas te dire, je suis pas assez pointu pour répondre à la question. Ce que je peux dire quand même en général, c'est que vu qu'il y a une meilleure biodiversité dans le sol, il y a plus de vie, ça amène quand même derrière tout ce qui est un peu extérieur, qui va pouvoir se nourrir d'un ver de terre, d'un colembole, d'un carabe, c'est les oiseaux, c'est d'autres insectes. Ça amène quand même de la diversité obligatoirement, le fait que voilà, on part d'un sol, c'est vraiment la base, quoi, c'est le départ de tout. Alors, j'aurais juste une bille à rajouter à ce sujet. Donc là, dans le glyphosate avec l'ACS, j'ai pas grand chose en plus. En revanche, j'ai. C'est où la scène? Ah oui, d'accord. La slide qui est cachée. Donc là, ce qu'on voit, c'est à droite un papillon monarque. C'est un papillon qu'on trouve dans le sud des États-Unis, vers le Mexique. Et il a une plante hôte qui est l'asclépiade. Et cette plante hôte, il se trouve que c'est une mauvaise herbe, donc on veut plutôt la tuer. Et à mesure, on a constaté, il y a un papier qui est lié en bas là, c'est qu'on a constaté qu'à mesure qu'il y avait de plus en plus de maïs Roundup Ready, vous savez le maïs résistant au glyphosate, qui était mis en culture, on a constaté une augmentation de l'utilisation de glyphosate, qui était corrélée à ça, et une diminution de la population d'asclépiades, ce qui a conduit, semble-t-il, à aussi une diminution de la population de papillons, qui est spécifique de cette plante-là. Donc ici, on n'est pas dans un système ACS, c'est vraiment là, on est sur des trucs qu'on voit même pas en France, c'est des trucs délirants, mais on a des exemples quand même d'impact négatif du glyphosate sur la biodiversité. Ouais, juste pour répondre, pour compléter, quand tu dis le Roundup Ready, pour ceux qui, je sais pas, ont peut-être pas ça en tête, en fait, la grosse différence quand on a le droit d'utiliser des cultures qui ont été modifiées pour être résistantes au glyphosate, c'est que du coup, là, ce que Nicolas disait, c'était qu'il mettait du glyphosate pour éliminer les mauvaises herbes avant de planter. Mais une fois que tu as planté ta plante, tu peux plus mettre de glyphosate parce que sinon elle se fait tuer par le glyphosate. Si tu as une plante qui est modifiée pour être résistante au glyphosate, comme ce qu'ils utilisent du coup aux US ou en Amérique un peu plus largement, et du coup ils reviennent plusieurs fois dans l'année pour rebalancer du glyphosate pour éliminer des mauvaises herbes qui auraient pu se développer entre temps. Et du coup il y a quand même des doses largement supérieures et des épandages qui sont beaucoup plus en avion et tout, qui aspergent un peu tous les champs autour. Je veux dire, c'est pas du tout le même système. Donc on va passer peut-être. Une petite dernière question après. Oui, mais justement, à des questions. Ouais. Continuer sur les questions. Donc questions brèves et réponses brèves. Comme ça, on peut en faire plusieurs. Monsieur. Des vraies questions. Des vraies questions, pas juste des commentaires. Je voudrais connaître votre avis à tous les quatre sur la place du coup de l'élevage. Je les aborde directement dans la question, mais je le dis, et donc de la consommation de viande dans l'agriculture durable à long terme, parce qu'on voit bien l'intérêt que ça a pour stocker du carbone dans des prairies permanentes, à condition que sur de l'élevage pâturé, pas de l'élevage sur du béton. Donc voilà, quelle est la place en gros? Est-ce qu'on a des idées de proportion? On sait que le régime européen ça va pas, un régime végétarien ce serait l'idéal, mais
c'est pas l'idéal pour une agriculture durable, parce qu'on a une idée un peu de la proportion, notamment sur des sols pauvres, comme dans les régions montagneuses, des sols plus acides, des sols de neutres. Et je généralise l'élevage à l'homme en fait. Quelle est la place de la réutilisation? Jusqu'à preuve du contraire, le but de l'agriculture, c'est d'exporter de la valeur alimentaire des champs vers la bouffe des hommes. Les hommes, donc, ils ont mangé tout à l'égout, on met tout ça dans les fleuves et dans les océans sans pouvoir récupérer quoi que ce soit. Donc l'azote, on peut le récupérer avec les légumineuses via l'atmosphère, mais pas le phosphore et le potassium. Quelle est la place de, quelle est la place de la réutilisation des urines et des matières fécales humaines dans l'agriculture de demain? Et est-ce que l'agriculture aujourd'hui est déjà en train de demander ça en fait? C'est-à-dire que ça dépasse largement l'agriculture, mais l'agriculture, si on peut réaliser, est-ce que la Chambre de l'agriculture de 2030 là, demandera au ministre de l'urbanisme de recycler je sais pas si... Ouais, je peux demander à mon frère pour la place de l'élevage dans le système agricole et après pour la place des éjections humaines dans le système agricole. Là, moi je me dispose de cette réponse parce que je ne sais pas si vous avez une idée. Allez-y, mais... Il y a une expérimentation en tout cas sur Lyon qui est portée par un laboratoire d'innovation sociale qui s'appelle le Sunset. Qui du coup essaye de mettre ça en place, de voir et de trouver des agriculteurs. La problématique c'est par contre c'est pas éligible au bio. Du coup des personnes qui pourraient être intéressées par des entrants naturels ne peuvent pas se positionner sur ces expérimentations là puisque du coup on ne peut pas labelliser ça comme un entrant bio. En tout cas il y a des expérimentations qui existent. Après les études pour ceux qui font l'agro et de l'agro-vente ils sont sur un ratio de 40%, je crois. 40% de maintien des déchets intellectuels. Peut-être pas parler plus fort si vous voulez qu'ils vous entendent. Ouais, alors peut-être que déjà je laisse Nicolas répondre sur l'intégration du système de l'élevage dans le système agricole. Donc c'est ça, hein, quels sont les... Parce qu'on a une idée de voilà, proportion de déchets on garde, quelle proportion de consommation de viande on garde, parce que bon, si on a de l'élevage, on va quand même manger un petit peu. En gros, la question c'est de savoir les proportions optimales de l'élevage en France par rapport à notre consommation de viande. Est-ce que toi tu as une idée et un avis là-dessus pour justement pallier au fait que l'élevage ça soit émetteur de carbone, mais qu'en même temps, on l'a compris, ça peut être une matière à amender les sols en matière organique, etc. Donc est-ce que toi tu préconises, est-ce que tu as un avis là-dessus? J'entends mal, hein, mais j'ai peut-être à peu près compris, mais moi je trouve que l'élevage, en tout cas, il a vraiment sa place dans l'agricole. Je trouve que ça permet, moi, d'avoir un système qui est hyper résilient. C'est ce qui va me permettre de diminuer mes applications de phyto et d'engrais. Donc c'est ce qui est à peu près demandé par tout le monde, hein. Et puis en plus, je trouve que c'est un moyen d'aller plus vite vers l'ACS. Donc l'ACS, c'est du stockage de carbone, c'est de la biodiversité. On amène aussi de la prairie temporaire et de la permanente qu'on conserve, puisqu'on en a besoin, hein. On ne la laboure pas pour faire des céréales. Donc c'est quand même des super puits de carbone, à l'image d'une forêt, hein, par exemple. Donc, moi en tout cas dans mon secteur, mais qui est représentatif quand même de beaucoup de régions en France où c'est c'est que de la polyculture, en fin de compte c'est beaucoup colza blé. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir un peu les cultures, mais c'est souvent ces cultures-là qui sont très, très faites en France et on a quand même des problèmes de rotation. Parce que c'est trop court, quoi. On revient trop souvent à des céréales, donc on a beaucoup trop de plantes, de mauvaises herbes spécifiques qui s'y développent dans ces cultures-là et qui fait une augmentation d'application de phyto. Et en plus de ça, donc on a des sols qui se perdent en qualité, donc on va mettre plus d'engrais, on a besoin de réapprovisionner en pas mal de choses pour pouvoir tenir les réserves du sol. Moi aujourd'hui, je fais beaucoup d'économies vis-à-vis de ça, hein. Quand tu as de l'élevage, l'animal, il restitue pratiquement tout ce qu'il prélève, en tout cas en termes d'azote, phosphore, potasse, même oligo. Ça se voit, nous on fait une culture derrière, je mets quasiment rien, hein. Enfin, je mets moitié moins d'engrais qu'un voisin qui n'a pas d'élevage, je mets beaucoup moins aussi de phytosanitaire. Donc moi je trouve que l'élevage il n'est pas là pour rien, ça a vraiment sa place pour avoir, je pense, une agriculture qui est demandée par tous demain. Moi
Moi j'ai une Parle bien question. fort. Pardon, je vais essayer de parler fort. Moi j'ai une question sur. Si ça dérange pas sur le plan d'endettement et ton salaire que tu as prévu de te verser, enfin que vous avez prévu de vous verser. Je suis désolée, je suis tutoyée. C'est surtout. C'est parce que je pense qu'une des raisons pourquoi on est là, c'est avec les shifters, donc c'est de faire des transitions. Donc si aujourd'hui, demain, il y a un changement, parce qu'en fait c'est ça, qu'on ait des décisions politiques qui soient prises dans une direction avec des changements, il y a des investissements qui ont été faits, et en fait sous quelle capacité tu as vous avez pour vous orienter, c'est un peu bizarre, dans un sens ou dans un autre. Voilà, parce que justement c'est ça, je pense que vous parlez aussi en résilience par rapport à l'utilisation de l'élevage et de la polyculture. Et est-ce que vous pouvez expliquer ça un petit peu plus? Je sais pas si tu as entendu. Sur les aspects financiers. Est-ce que, comment tu t'en sors aujourd'hui en termes de comptabilité sur ton exploitation et justement comment tes finances peuvent avoir un impact sur la transition que tu veux opérer entre, même en général, les agriculteurs qui peuvent amener une transition là où peut-être ils ont un revenu très limité et ils ont des difficultés. Je comprends bien la question. Au niveau des finances, c'est ça, hein? J'ai pas tout mais bien je pense que peut-être si c'est possible d'avoir quelques chiffres en fait, parce que on se rend pas forcément compte ce que c'est qu'un plan d'endettement pour un agriculteur et sur combien d'années et aussi vraiment ce que ça veut dire en termes de rémunération qu'on planifie sur 10 ans. On planifie souvent des rémunérations qui sont bien en dessous du SMIC et je ne sais pas si c'est le cas là, mais ça peut être. Ouais, alors est-ce que tu as entendu, la question c'est de connaître un peu ton plan d'endettement, est-ce que ça implique toi en termes de revenus chaque année pour pouvoir rembourser, etc. Donc c'est pour qu'on ait un ordre de grandeur des sommes que ça représente, le fait que tu aies racheté ces fermes, etc. Ouais, moi l'installation là c'est à peu près plus de 800 000 euros quoi. Donc dans l'élevage, donc la partie élevage c'est grosso modo près de la moitié quoi on va dire, parce qu'il y en a près de 300 000 euros déjà pour la reprise du cheptel. Et donc il y a un plan de financement en tout cas pour par exemple des vaches sur 10 ans quoi, donc on rembourse ça sur 10 ans. Et puis après voilà, moi j'ai fait une étude, c'est voilà, pour faire en sorte aussi de gagner sa vie, hein. J'allais pas aller dans quelque chose où ça allait pas me rémunérer. Mais en tout cas, moi, économiquement, je trouve que derrière, je pense que je vais mieux m'en sortir que quelqu'un qui se spécialise plus voilà, soit que dans l'élevage ou que dans l'agriculture. Je trouve que le mariage des deux, il apporte vraiment l'un à l'autre, quoi. Après, je sais pas exactement ce qui était demandé. Est-ce que tu as matière à estimer ton salaire que tu peux te verser? C'est avec un plan, en général il y a un plan il faut qu'il passe un certain nombre d'hectares pour remplir dans ses frais, avec j'ai peut-être tort, hein, mais moi ce que j'avais entendu c'est qu'à la banque on planifie son projet avec un taux de production attendu et autres. Et avec des investissements, si on a une ou deux mauvaises années, on tombe à l'eau. Après, on n'a pas forcément les mêmes aides, on n'a pas forcément les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment un environnement qui n'est pas forcément évident. Je pense que ce que j'entends, et j'essaie de... c'est que avoir les deux, l'élevage et la culture, ça permet d'être plus résilient. Mais vraiment, au long terme, si demain, en temps de transition, on lui demande de faire quelque chose de complètement opposé, à quel point il est capable de vraiment s'adapter. D'accord. Du coup, par rapport à ton plan d'endettement, à peu près combien de temps tu peux t'estimer en capacité de faire face à des années difficiles et comment ça peut s'articuler avec une transition, vu que tu as des sommes qui sont importantes qui ont été mises en jeu, potentiellement, même on peut parler du climat qui peut être difficile et te poser des difficultés de rendement et donc de rémunération. Est-ce que justement aller vers une transition c'est une opportunité ou alors plutôt un risque pour toi? Bon déjà, moi j'ai quand même une surface assez conséquente pour me permettre d'avoir de toute manière voilà, ce qu'il faut sur l'exploitation malgré les phénomènes climatiques pour s'en sortir, hein.
c'est vrai qu'on l'a tous en tête quand on est agriculteur, il faut quand même prendre en compte quand les années elles se suivent, elles se ressemblent pas, donc il faut vraiment faire face. Forcément, on a des années qui sont moins bonnes. Donc après, à nous de bien piloter ça, mais ça se fait. Après, c'est vrai que ça change, quoi. Les surfaces d'avant, aujourd'hui, ne permettraient plus d'avoir forcément des systèmes viables, quoi. C'est vrai qu'il faut, voilà, aujourd'hui, il faut quand même avoir, ou alors après, il faut baisser le nombre de bêtes, hein. Il faut un peu changer, il faut se diversifier ou changer un peu de type de production, hein. Ça peut être différent, quoi. Je sais pas si je réponds bien à la question. 40-80 heures par semaine, c'est 2 temps plein. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas les moyens d'avoir un salarié supplémentaire en plus de la personne qui a travaillé à mi-temps? Tout à l'heure, tu nous as dit que tu travailles 84 heures par semaine à temps plein. Est-ce que ça veut aussi dire que ce nombre d'heures, c'est aussi l'incapacité que tu as à embaucher quelqu'un d'autre pour t'aider sur la ferme et donc te permettre de dégager du temps pour toi? Au départ, c'est compliqué parce qu'on a les plus gros remboursements à donner, donc c'est vrai que on tartine un peu, quoi, dans les premières années, mais le but, moi, c'est après, dès que ça va commencer à diminuer, là, c'est de pouvoir embaucher quelqu'un peut-être plus à plein temps, voire embaucher une deuxième personne. Ça, c'est sûr. Mais bon, après, c'est comme je veux dire, il n'y a pas que dans l'agricole, il y a aussi plein d'autres entrepreneurs. Voilà, t'es à ton compte, tu fais des heures, hein, tu regardes pas, voilà, t'es pas salarié, c'est différent. Mais bon, après, je comprends que c'est réputé dans l'agricole de faire un nombre d'heures important, mais bon, après, c'est un choix de vie aussi, hein. Moi, je fais 84 heures, j'ai pas l'impression de bosser plus qu'un gars qui va faire 8 heures dans la journée, hein. C'est parce que ça me plaît. On va peut-être prendre encore 2 questions, parce qu'il est déjà 9h15 presque. Clément? Ouais, on a beaucoup parlé de techniques d'agriculture pour réduire la partie gauche du camembert qu'on voyait sur les émissions, donc avec les engrais, les phytosanitaires, etc. Mais pour réduire les émissions du cheptel bovin, il y a le levier auquel on pense, c'est réduire la viande. Est-ce qu'il y a d'autres leviers, peut-être sur l'alimentation des vaches ou d'autres comme ça? T'as entendu la question? Ça coupe, j'ai du mal à... Je vais la répéter. Alors la question c'est, on a vu que pour réduire les émissions, on pouvait réduire la consommation de viande. Est-ce qu'il y a une autre manière de réduire l'impact carbone de l'élevage, notamment par son alimentation ou autre chose, en donnant à manger des croquettes qui sont mieux digérées à des vaches? Comment faire pour diminuer en fait l'action des vaches sur le bilan carbone, c'est ça, hein, la question? Ouais. Oui, c'est ça. En fin de compte, pour moi, c'est d'être moins intensif dans nos systèmes, hein, donc c'est de plutôt aller vers l'extensif, c'est ce qu'un peu je prône moi. Donc c'est par exemple la remise en place de prairies, de plus de prairies. Pour moi, une vache qui est sur une prairie, en fin de compte, ça s'annule, quoi. La prairie va à peu près normalement capter autant que la vache va émettre, hein. Vu que c'est quand même un super puits de carbone, il y a de la végétation qui capte du carbone, qui fait de la photosynthèse toute l'année sans interruption. Pour moi, ces systèmes-là, en tout cas, ils permettraient d'atténuer un peu les émissions de gaz à effet de serre par les bovins. Pour compléter, il y a le Haut Conseil pour le climat qui a sorti un rapport, et dans les solutions proposées, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que maintenant il y a des compléments alimentaires qui existent pour l'alimentation des bovins, qui permettraient d'annuler l'action qui se passe dans l'estomac des ruminants, et du coup annuler les émissions de CH4. Voilà. Donc ça a été... oui, annuler, c'est peut-être c'est fort, mais en tout cas réduire l'action et la production de CH4. Mais les réactions dans les estomacs des vaches, on a besoin d'un peu juste pour digérer une lettre, etc. Mais tu peux pas l'annuler l'action du estomac. Là-dessus, je n'ai pas les connaissances, en tous les cas, c'était proposé dedans. Après,
Je ne sais pas ce qui se passe dans l'estomac de la vache et comment ça va avoir une action. Voilà. Mes souvenirs, c'était du moins 15 ou moins 20% de négation méthane. C'était pas de l'annulation, mais certains compléments. Pour outrepasser ma pensée. On a aussi des résultats, quelques résultats de baisse avec juste aussi en fonction de l'alimentation. Si on a une alimentation qui est hyper riche sur les vaches, derrière il y a une production, parce qu'en fait la production de méthane elle est faite par les micro-organismes qui sont dans les estomacs. Et ces micro-organismes, ils sont tous en équilibre, donc il y a vraiment un équilibre. Et certains vont produire plus de méthane que d'autres. Et donc en fait, c'est garder cet équilibre. Et plus il y a de fibres dans l'alimentation, plus ça permet de diminuer un petit peu. Par contre, ça fait pas, ça ramène pas à zéro, mais ça fait jouer. Donc des vaches qui sont 100% sur de la prairie, elles vont quand même en avoir beaucoup moins. Et après, il faut aussi penser à l'ajout que a la gestion d'une prairie. S'il fallait qu'on passe des tracteurs ou qu'on passe un certain nombre de choses pour pouvoir gérer ces espaces naturels, il y aurait aussi une dépense de carbone d'une autre façon. Donc en fait, il faut prendre en compte ces coûts-là et c'est pris dans certaines études, mais pas dans tout, et c'est toujours un petit peu difficile à vraiment se poser la question. Et derrière, on peut, c'est comment on arrive à amener cette valeur alimentaire, et d'une certaine façon, ça apporte aussi des protéines qui sont un petit peu différentes que du végétal. Passer à du végétarisme, c'est très très bien. Il y a quelques cas où, pour des raisons de santé et tout, c'est pas toujours possible. Donc bon, comment on arrive à avoir... il y a plus d'une solution et c'est ça qui peut être... On avait dit combien encore? Encore une et demie. Ah, qui s'est calé la main? Alors, on a fait un homme, donc une femme. Moi j'aurais une question plus par rapport au territoire, à la place des territoires, parce qu'on a vu des choses assez macro. Maintenant il y a aussi des territoires qui développent des accompagnements aussi des filières agricoles. On parle des PAT, les projets agricoles territoriaux. On parle aussi de ce qui est marqué dans le rapport résilience du territoire, de systèmes de compléments de rémunération pour services écosystémiques rendus. Est-ce que c'est des choses que vous avez tous les quatre, je ne sais pas si du coup c'est des sujets qui sont abordés sur le territoire où l'élevage est installé, et si vous l'avez trouvé, où il n'y a que dans le rapport résilience des territoires qu'on en parle. Ça, pour le coup, je ne sais pas si vous avez une idée, j'ai pas vu... Alors moi, il y a une étude d'impact sur l'élevage en alpage, en fait, qui a été faite dans la COP de chez moi. Après, ça c'est peut-être un peu... qui a parlé de ça, en fait, qui avait repris les travaux, en fait, là-dessus. Mais je sais pas du tout, parce qu'en fait, l'élevage, en alpage, c'est pas du tout la même dynamique, en fait. Parce que la montagne, en fait, est préservée et c'est, on va dire, saisonnier. On va dire qu'on les monte à un certain moment. Donc on n'a pas fait une étude d'impact sur tout, en fait, sur tout, quand on les descend, les vaches, quand elles sont, entre guillemets, en ferme. Et donc c'est un peu compliqué à dire ça. Mais après, je pense que bon, pour rémunérer mieux les agriculteurs, bon, il y a des solutions comme par exemple la... Je m'excuse, je vais reprendre mon livre parce que je parle beaucoup mieux que moi. Hop. Donc ça serait donc la sécurité alimentaire, donc tout ce qui caisse en fait à l'agriculteur. En fait, en gros, on donnerait de l'argent un peu comme la sécurité sociale. Voilà, ce serait pour compléter cette perte en fait, pour la mise en place de nouveaux systèmes. Voilà. Et puis ça permettrait d'avoir une sécurité alimentaire pour tout le peuple français. La sécurité sociale de l'alimentation. C'est ça, mais j'ai un autre nom, c'est pour ça que je n'étais pas sûr de l'idée. Voilà. Ça répond à ta question? Pas du tout. Pas du tout. Je vais creuser, mais... Les PAT, du coup, c'est des projets alimentaires territoriaux et c'est géré par les instances au niveau de souvent les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui va directement impacter les producteurs dans le sens où c'est plus la part des communautés qui vont choisir ou pas de, par exemple, pour les cantines et les alimentations collectives, d'aller chercher les agriculteurs et faire en sorte qu'on fasse un approvisionnement plus local. Mais ça peut permettre d'augmenter quand même la rémunération en circuit court, parce que on a pas... Ça peut, mais dans les faits, ça va tout... Enfin, en l'occurrence, ils vont souvent aller vers des agriculteurs qui sont déjà dans des ventes directes. Donc, ça permet une résilience du territoire, de pouvoir vendre sur le territoire, mais ça ne garantit pas forcément le bon revenu parce que justement dans les cantines on ne peut pas se permettre d'augmenter beaucoup les prix, donc si on veut rester concurrentiel on va pouvoir payer beaucoup plus. Ça pourrait se développer dans un système peut-être d'AOP où les prix sont vraiment déjà très haut de base en fait. Où vraiment l'achat en fait est déjà un phénomène de valorisation.
Alors apparemment on a une vraie question. Non, mais pas par opposition à la tienne, par opposition à ce que j'ai dit avant. Avec les interventions précédentes, pas de question. J'ai déjà vu dans les... du coup, Nicolas nous a parlé de la période de transition vers le système ACS, où on a une période de perte de revenus avant de revenir à l'équilibre. J'ai déjà vu... déjà, on sait qu'on paye plus cher pour du bio. Est-ce qu'il y a des systèmes comparables qui permettent de vendre plus cher quand on a une... je ne suis pas sûre qu'il y ait des certifications ACS. Et du coup, est-ce que c'est valorisé pour les agriculteurs de passer à ce système? Et j'avais déjà vu des trucs en magasin où on voit des gens qui sont en transition vers le bio et où on peut déjà en avance payer plus cher un système qui est en train de transitionner pour soutenir l'agriculteur dans sa transition. Et du coup, est-ce qu'il y a des aides ou des accompagnements pour les agriculteurs qui souhaitent passer à une agriculture ACS? Donc, si je répète, la question c'est est-ce que le fait d'être en ACS te permet de vendre plus cher ta production? Et est-ce que tu es accompagné dans ta transition? Ouais, donc aujourd'hui on n'a pas spécialement, en tout cas d'avantage à vendre nos productions en ACS. Le prix reste le même en fin de compte qu'un conventionnel en termes de vente, prix de vente des céréales. Par contre, ce qui essayait de se développer, c'était de mettre en place un label bas carbone pour surtout le principe de stockage de carbone supérieur à un système conventionnel. Bon, ça avait été présenté un peu plus haut au gouvernement, mais ça avait du mal en fait à être retenu parce que apparemment, c'est un système qui fait déjà trop bien. Voilà ce qui avait été un peu répondu, donc ça dégoûtait un petit peu les personnes qui faisaient de l'ACS, mais sinon, pour l'instant, en tout cas, oh merde, putain. Non, c'est bon, t'entends. J'ai mon... Ah ben ouais. Bon bah voilà, c'est le signe. Bon, bah de toute façon, on avait dit que c'était la dernière question. Pourquoi ça n'a pas été complété? En fait, ils font aussi des économies grâce au non-labour du sol. Donc en fait, les pertes de rendement au départ, qui peuvent être de l'ordre de 20%, c'est ce qui est noté en ACS. Il y a des économies qui peuvent être faites par ailleurs grâce au fait qu'on va moins mettre de carburant dans les tracteurs parce qu'on ne va pas aller labourer nos champs. Et du coup, ils s'y retrouvent finalement qu'il n'y a pas réellement forcément besoin d'avoir une certification à proprement parler. Ils arrivent à peu près au même résultat qu'en conventionnel, s'ils se débrouillent bien. Et justement, je crois aussi que c'est une volonté de ne pas passer sous un cahier des charges comme le biopellet parce que il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, différentes typologies de sol, différentes manières d'amender un sol et du coup ils veulent rester assez libres de leur pratique dans la technique ACS, là où dès qu'on pose un cahier des charges c'est plus possible. Voilà. Très agréable. Donc une dernière petite information avant de vous laisser. Donc, merci pour les questions. Et donc on voulait aussi vous parler d'un petit documentaire qui a été fait par, je crois que c'est un shifter, qui nous parle de ses frères qui font de l'agriculture en permaculture pour l'un et en bio pour l'autre. Je maîtrise plus trop, j'ai vu le film, il était super intéressant. Donc je vous le recommande et ça passera sur France 3, donc jeudi 9 mai à 22h45. Comment? Tu crois qu'on va le voir? C'est Occitanie là. Mais tu peux choisir sur ta blog. France TV, ouais, tu peux regarder. C'est 22h45 comme on ne l'a pas écrit. Et ça s'appelle Les Agro-Frangins et c'est un documentaire très sympathique sur les enjeux de la reconversion des agriculteurs ou du lancement de nouveaux agriculteurs sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et donc ces deux frères ont des approches différentes et complémentaires. Donc plus sur l'aspect permaculture qui était le plus du graphique tout à l'heure, mais qui n'est pas forcément faisable par trop grande échelle. Il y a un super documentaire qui s'appelle Tu nourriras le monde,
qui vient expliquer comment la politique agricole commune a transformé l'agriculture en France et quel impact ça a. Et voilà, ça permet, là il y a bientôt les européennes qui arrivent, et on a pris conscience à quel point la PAC influence nos paysages, notre agriculture. Et du coup, on va s'arrêter là, mais on pourra en parler toute la soirée. Et donc on peut continuer à en parler entre nous. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que les shifters bossent quand même dessus, avec une approche qui essaye d'être, un peu de rassembler tout le monde, même si des fois c'est très difficile. On avait fait une conf sur l'alimentation en novembre. On fait là sur l'agriculture, mais on en fait régulièrement. Et comme vous voyez, c'est des shifters qui les organisent. Donc, c'est vraiment du travail collectif, quoi. Merci d'être venus.